La parole est à Madame Valérie Rabault du groupe socialiste et apparenté pour 10 minutes. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, joyeux anniversaire, mes chers collègues. Avec ce projet de loi de finances pour 2020, vous souhaitez, c'est ce que vous dites en tout cas, entamer l'acte 2 du quinquennat, après les sérieux rappels à la raison que vous ont donnés les Français. Alors, s'agit-il d'intentions bien réelles ou d'actes de communication ? C'est ce que vont révéler les centaines d'heures de débat que nous aurons d'ici la fin décembre. Pour notre part, à la lecture des documents que vous nous avez remis, nous considérons qu'il n'y a pas d'acte 2 du quinquennat, car vous ne changez pas de politique économique. Je sais d'avance que vous allez balayer d'un revers de main cette affirmation, comme vous aviez balayé les alertes que nous avions formulées à l'occasion des 2 précédents projets de loi de finances. Et si vous aviez tenu compte de ces alertes, il me semble que vous n'auriez sans doute pas eu le mouvement des Gilets jaunes. Si vous aviez aussi testé notre simulateur de pouvoir d'achat, dont je rappelle l'adresse, lessocialestestoutattachés.fr/simulateur, vous vous seriez automatiquement rendu compte de l'énormité de la hausse des taxes énergétiques que vous souhaitiez mettre en place. Donc pour les 2 précédents projets de loi de finances, nous nous étions placés dans un esprit constructif, et nous vous avions fait un certain nombre de propositions, notamment avec 2 budgets alternatifs, de manière à éviter un certain nombre des écueils sur lesquels vous avez trébuché. Vous n'avez pas tenu compte de grand-chose, à part quelques amendements concernant les collectivités territoriales. Alors, messieurs les ministres, 2 ans après vos entrées en fonction, permettez-moi de vous mettre sous les yeux quelques-unes des réalités qui découlent de vos décisions et de celles de votre majorité. L'ISF et la flat tax. Vous dites, ça va soutenir la croissance. En 2017, la croissance était de 2,2%, et en 2019, elle tombe à 1,4%, et même 1,3% dans le projet de loi de finances de l'année prochaine. Vous allez me dire, c'est la faute à la conjoncture internationale. Bien sûr qu'elle joue un rôle. Mais comme nous exportons moins que d'autres pays, nous sommes moins soumis à cette conjoncture que d'autres pays. Deuxième question, vous nous avez dit, suppression de l'ISF, ça va servir à augmenter l'investissement dans les PME. Alors je vais vous donner 3 chiffres, messieurs les ministres, qui prouvent que ça a reculé. La BPI, dans son rapport du mois de septembre dernier, indique un recul de 8% de l'investissement dans les PME. Deuxième indicateur, l'Association française pour la gestion financière et l'Association des investisseurs pour la croissance, France Invest, observent en 2018 un recul de 67%, je répète, 67% par rapport à 2017, des collectes dans les FIP, les fonds d'investissement de proximité, dont l'actif est composé au minimum de 70% de PME, et les FCPI, qui sont des fonds communs de placement dans l'innovation, qui sont investis dans des PME de moins de 2000 salariés. Troisième volet, le rapport d'évaluation du Sénat indique aussi une chute de 38% des investissements fiscaux des particuliers au capital des entreprises solidaires. Donc vous voyez, mes chers collègues de la majorité, vous nous aviez dit, ça va relancer l'investissement dans les PME, nada. Les chiffres sont là, vous pouvez ne pas les regarder, vous pouvez dire qu'ils sont faux, mais ils sont là. Troisième, dans le fond, ils ne sont peut-être pas complets, mais ils sont là. Ils sont là. Quand vous avez une chute de 67%, je répète, une chute de 67% entre 2018 et 2017, vous pouvez dire que ça n'existe pas. Comme vous disiez l'an dernier, vous m'aviez dit que la hausse des taxes énergétiques, c'était faux. Et qu'est-ce que vous ont rappelé les Gilets jaunes? Alors, vous pouvez dire que les choses n'existent pas. Lorsqu'elles sont réelles, qu'elles sont chiffrées, qu'elles sont mesurées, au bout de 2 ans d'exercice, on commence à avoir des premiers indicateurs. Je continue. Je vais prendre le cas d'un étudiant qui, jusqu'en 2017, percevait 250 € d'APL par mois. Vous avez pris 3 décisions. En août, vous leur avez fait perdre 5 €. Après, vous avez décidé de ne pas revaloriser les APL au 1er janvier 2018 et la même chose au 1er janvier 2019. Au total, cet étudiant aura perdu, depuis juin 2017, 220 € de pouvoir d'achat. Vous pouvez dire que l'addition est fausse, mais si vous voulez, on la fera ensemble. Deuxième cas de figure également pour les 22 millions de Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu.
Ces Français ont moins, quand ils sont célibataires, ils ont moins de 1 217 € par mois. Et si vous prenez un ménage, ils ont moins de 2 294 € par mois. Eh bien, ces 22 millions de Français ne verront pas la couleur de votre baisse de l'impôt sur le revenu. Ils n'auront pas un seul euro de pouvoir d'achat supplémentaire via cette baisse d'impôt qui leur passe sous les yeux, tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils n'y sont pas assujettis. Mais mes chers collègues, vous ne pourrez pas dire qu'à 1 217 € par mois, on est riche. Troisième cas, les retraités. En 2018, près de 8 millions d'entre eux ont perdu en moyenne 600 € de pouvoir d'achat. C'est écrit dans le rapport du rapporteur général. Moi, je lis toujours le rapport du rapporteur général qui est passionnant. Donc là, vous pouvez dire que ce n'est pas vrai, mais je crois que vous aurez du mal à dire que ce n'est pas vrai. Alors en 2019, vous avez un peu rectifié la tendance sous la pression des Gilets jaunes, mais n'empêche qu'il reste encore 10 millions de retraités qui ont moins de 2 000 € qui vont perdre en moyenne 230 € de pouvoir d'achat sur l'année, tout simplement parce qu'il n'y a pas de revalorisation. Et pour les 4,2 millions d'autres qui gagnent plus de 2 000 € par mois, quand on prend pour un célibataire, la perte de pouvoir d'achat, elle tournera autour de 800 € par an. Pour 2020, vous aviez prévu d'amputer pour 700 000 d'entre eux la défiscalisation qui existait. Le Premier ministre a reculé, sauf que cette mesure figure toujours à l'article 79 de ce PLF et que pour la supprimer, il va falloir trouver vous allez devoir trouver 300 millions d'euros d'économies en plus. Alors revenons-en à la baisse de la taxe d'habitation, parce que je sais que c'est votre leitmotiv. Tout se résout par la suppression de la taxe d'habitation. Vous parlez de suppression. Ceci est faux, c'est une pseudo-suppression, parce que vous remplacez un impôt local par un impôt national, tout simplement parce que l'État compense aux communes. Donc si l'État ne compensait pas aux communes, effectivement, ce serait la suppression de la taxe d'habitation. Là, c'est un remplacement. Vous remplacez la taxe d'habitation par un impôt national. Vous parlez de justice. Écoutez-moi, mes chers collègues, ne vous fâchez pas. Je sais que les chiffres sont têtus et que vous n'aimez pas les écouter. Je prends un exemple. S'il vous plaît, chers collègues, je remercie le monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics parce qu'il nous a donné un fichier Excel fantastique avec toutes les communes. Et donc, on peut y trouver plein de choses. Et dans ce fichier Excel, qu'est-ce que j'y ai trouvé? Eh bien que pour les 80% des Français qui, en 2020, bénéficient de la baisse de la taxe d'habitation, s'ils habitent à Compan. Compan, c'est une commune de 700 habitants en Seine-et-Marne, dont les communistes, ils vont récupérer 97 € par an de baisse de taxe d'habitation. Par contre, les Français qui habitent à Sceaux, ils vont récupérer 778 € par an. 778 € par an. Je peux vous en donner plein d'autres, parce qu'il y a les 35 000 communes dans le fichier de monsieur le ministre. À Levallois-Perret, les habitants vont récupérer 646 € par an. Tandis qu'en Lozère, ils vont récupérer 280 € par an. Et tout ça payé par un impôt national, payé par tous les Français. Mes chers collègues, regardez bien ce qui est en train de se jouer. L'injustice est en train de monter de manière criante. Et je ne parlerai même pas des 5 millions de foyers qui ne payent pas la taxe d'habitation et qui ne vont avoir rien du tout. Rien du tout. S'il vous plaît. Concernant, mais ne vous fâchez pas, je sais que les chiffres vous énervent. Je ne comprends pas que les chiffres vous énervent à ce point. Mais ils sont là, vous pouvez dire qu'ils sont faux. Dans ce cas, allez le dire au ministre. Ceux du rapporteur général, s'ils sont faux, dites-le au rapporteur général. Mais c'est une réalité. S'il vous plaît, chers collègues, écoutez. Réalité. Sur la transition écologique, tout le monde parle des 7 millions de passoires qui existent. Dans ce projet de PLF, il n'y a rien pour les rénover. Rien. Rien. Mettez en œuvre un plan qui dise 700 000 logements rénovés par an. Hélas, on verra que les émissions de CO2 associées aux bâtiments qui représentent 40% des émissions de CO2, on commencera à avoir un impact significatif. Je ne vais pas revenir sur les finances publiques parce que je l'aborderai tout à l'heure lors de mon amendement. Mais un dernier point. Sur le pilotage économique, monsieur le ministre, cet été, vous vous êtes réjoui des taux négatifs. Alors évidemment, ça vous fait payer 2 milliards d'euros, ça nous fait payer 2 milliards d'euros en moins de charges de la dette. On est tous contents, on est bien d'accord. Sauf que quand même, j'étais à Berlin la semaine dernière, rencontrer vos homologues. Tout le monde, il faisait très beau. Tout le monde commence à s'inquiéter
de ce niveau de taux négatif qui signifie no future pour l'Europe. Ça veut dire que les investisseurs nous voient comme deux pays qui ne sont plus capables de dégager de la valeur pour des investisseurs, ce qui est extrêmement grave. Face à ça, il faut une dynamique. Extrêmement puissante, parce que sinon, on va enfermer notre continent quand on s'appelle les deux premières économies de la zone euro et de l'Union européenne. On va enfermer notre continent dans un no future économique. Donc, pour toutes ces raisons, nous ne soutiendrons pas votre projet de loi de finances pour 2020. Nous espérons quand même que la discussion permettra qu'il y ait quelques avancées, que peut-être que cette année, vous allez nous écouter un tout petit peu, parce que, je le répète, beaucoup de choses que nous avions dites, mais reprenez, le journal officiel est très précis, reprenez les débats, beaucoup de choses que nous avions dites, les Gilets jaunes vous les ont rappelées.